Bonjour Polydomso. Alors Bonjour, là, voilà, le troisième et dernier podcast. Nassourdine Imavov s'est imposé face à Edmen Shahbazian. TKO, deuxième round. Voilà. Il s'impose face au 11e mondial, il était 19e juste avant. Il poursuit son ascension, le franco-dagestanais Cocorico. Très belle performance et franchement, voilà, qui plonge vraiment dans le doute Edmen Shahbazian. 3 défaites consécutives pour lui. Soit. C'est dur, hein. C'est dur pour Shahbazian. Alors, je voulais dire d'abord monsieur pour Imavov parce que enfin nickel. Pareil, lui aussi, il a pas eu des débuts très faciles à l'UFC. C'est-à-dire tomber sur Phil Hawes en deuxième combat, c'est compliqué. Il avait presque, enfin, il était passé à un cheveu, tu vois, de gagner contre Phil Hawes. Un fifrelin. Ouais. Et au lieu de se dire bon, on va essayer de petit à petit revenir à ce niveau-là, il avait pris tout de suite Jan Heinisch qui était 19e. Ouais. Donc c'était pareil, c'était un risque à prendre. Il l'avait pris, il l'avait poinçonné easy, tu vois, enfin il l'avait réussi. Et là encore une fois, il avait doublé la mise, si j'ose dire, avec Edmen Shahbazian qui, même s'il est sur une dynamique compliquée, restait un match-up extrêmement difficile. Shahbazian, pareil, il avait eu une montée fulgurante dans la catégorie middleweight, donc c'était pas facile à prendre. En plus, c'est un bon striker Shahbazian, donc c'était risqué. Il l'a fait. Et avec brio, il n'y a pas eu un seul moment où on a douté, quoi. C'était clair dès le début qu'il menait les débats et tranquille. Une boxe qui était là, qui se termine finalement ensuite par il tente beaucoup la tentative de soumission d'étranglement de guillotine à Nassourdine Imavov. Finalement, dans un scramble, ça s'inverse, c'est notre cher Edmen Shahbazian qui tente à son tour la guillotine, sauf qu'il se remet il se compromet en fait lui-même. C'est ça, exactement, la fameuse tentative où tu finis sur le dos. Tu sacrifies ta position et c'est vraiment risqué. Surtout à ce moment du combat où il n'avait pas plus trop de jus déjà. C'est ça, Imavov exploite avec brio la situation, monte. Je crois qu'il passe en monte avant et puis ensuite il passe en crucifix et là... Grand coude, terminé. Et l'arbitre arrête le combat. Ouais, c'est clair. Et au-delà de ça, je pense que ce qui a poussé vraiment Shahbazian à lutter, alors que c'est pas du tout son style, c'est vraiment l'anglaise d'Imavov qui est d'une fluidité absolument impressionnante, une grande rapidité de points, de très bons déplacements, mais ça c'est un peu l'école MMA Factory, hein. C'est un point qu'on retrouve dans beaucoup de combattants qui sont formés par Fernand Lopez. Mais la petite spécificité de Imavov, c'est cette précision et cette fluidité en anglaise. Il a touché plusieurs fois au premier round Shahbazian avec le combo crochet du bras avant, bras arrière, tout en se décalant un petit peu pour prendre l'angle extérieur de Shahbazian, donc c'était très malin. Ça a permis de faire reculer Shahbazian et d'empêcher Shahbazian de développer son arsenal en low kick, parce que c'est un peu une faiblesse, non, mais c'est quelque chose qui est exploitable chez Imavov, parce que comme il se déplace beaucoup d'avant en arrière avec une garde assez ample, et c'est compliqué en fait de se protéger en fait de manière conventionnelle contre les low kicks quand on a cette garde, tu vois, c'est compliqué de lever la jambe, de checker les low kicks. Donc une des solutions moi je suis toujours curieux de voir ce que fait Imavov pour contrer, tu vois, cette attaque là, parce qu'il avait déjà rencontré le problème avec Phil Hawes. Il s'était adapté entre le round 2 et 3, il avait trouvé la parade en utilisant notamment des sidekicks de la jambe avant, et c'était très malin de sa part. Là, il a même pas eu vraiment besoin de développer ces attaques-là. Il a juste doublé sa pression en fait en anglaise. Il a fait reculer Shahbazian. Shahbazian, de son côté, le problème, ce qui paraît de plus en plus évident, c'est qu'il y a une difficulté de sa part à gérer son énergie, on va dire de la manière la plus efficace sur l'intégralité du combat, parce que là, sur les 3 dernières défaites de Shahbazian, c'est à peu près tout le temps le même rythme qui se produit. On a un premier round où il est efficace, où il arrive à faire parler son striking et il a suffisamment d'énergie pour contrer la lutte de ses adversaires et rester debout. Et en revanche, la machine s'enraye au deuxième round et il perd tout le temps à peu près de la même manière. C'est dans les phases de grappling où il s'épuise en fait vraiment. Je pense qu'il arrive très bien à gérer en striking,
son souffle et son énergie, mais dès que ça s'éternise en fait en lutte et en grappling, même s'il est pas mauvais, hein, c'est vraiment pas, il est pas dépassé, mais c'est juste qu'à mon avis ça lui taxe énormément plus dans son physique et il s'effondre en fait progressivement. Même si tu vois, là, il est courageux, hein, il a du mental, il a pas tapé sur la guillotine qui était quand même très 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 bien verrouillée, enfin pas vraiment verrouillée, mais était très profonde en tout cas de Imavov. Il essaye. Mais c'est juste, on sent en fait qu'il y a plus de force physique, en fait, il y a plus d'énergie à ce moment-là. Et c'est vraiment à la fin, sa tentative de guillotine, c'était une tentative un peu désespérée, quoi, parce qu'il avait pas la force pour la verrouiller, il était pas dans la bonne position, c'était compliqué. Il s'est un peu sacrifié, tu vois, sur ce move-là. Out de l'UFC pour Elmen Chabazian, là. Bah, il a 23 ans quand même. Faut pas oublier ça. Peut-être il est monté trop vite. Ouais, parce qu'il était invaincu, victoire par head kick sur Brad Tavares, et là tout le monde a commencé à se dire oula, c'est peut-être le futur. Nous-mêmes on l'avait mis dans nos espoirs, je crois de 2018 ou 2019, je sais plus, quand il était sur cette lancée-là. Il suivait en plus un peu la traînée, tu vois, de l'étoile Adesanya dans la même catégorie, donc on se disait bon, il n'y a pas de raison que, tu vois, il y a Adesanya qui a fait ça, peut-être lui va le faire. Il est tombé sur Bronson qui a un peu exposé, tu vois, ses manques et ce problème d'énergie, je pense, qui est quand même assez important, parce qu'on sent vraiment qu'il y a une diminution de puissance et de vitesse assez évidente. Et il est tombé ensuite sur Hermansson, et là, bon, bah, sur Imavov, c'est pas cool, mais ce sont tous les trois d'excellents combattants. Donc je pense qu'à seulement 23 ans, il a encore beaucoup de marge devant lui. Ouais, ils peuvent le garder en middleweight, peut-être, il suffit juste qu'il ait des match-ups un peu plus abordables, qu'il refasse ses armes, et il sera toujours présent. Après tout, s'ils ont gardé Jehan Villante et Sam Alvey, alors qu'ils ont eu, je sais pas, 8 défaites d'affilée, ils peuvent bien garder Elmen Chabazian, quoi. Shout-out d'ailleurs à Jehan Villante pour son tout dernier combat en carrière, qui est contre Chris Barnett. Chris Barnett, qui est superbe finish de Chris Barnett. Et donc pour Nassourdine Imavov, Fernand Lopez, qui est également son manager, dans un superbe move de translation, de traducteur, est passé de Nassourdine qui a dit je sais plus ce qu'il a dit exactement, Nassourdine. Je crois qu'il a dit qu'il a nommé certains adversaires pour dire qu'ils ne lui faisaient pas peur. Non, c'est pas ça. Il a dit, c'était, au début, la traduction était fidèle et ensuite ça a changé. Il a dit qu'il avait fait mieux que Brunson et mieux que Hermansson contre Chabazian. Et Fernand a dit je vais prendre un top 5. Mais c'est à peu près la même chose, hein, quand on y réfléchit, tu vois, indirectement. Donc c'était plutôt malin de la stratégie du call out. De toute façon, c'est une stratégie qu'il faut imprimer tout le temps, et c'est quelque chose que, à mon avis, Fernand Lopez comprend très bien. Là, il a un momentum. Imavov. En plus, grande chance qu'il a eu Imavov, c'est que Phil Hawes a perdu son combat par KO dans un upset juste après. Donc c'était un des autres prospects qui avait déjà rencontré Imavov avant, qu'il l'avait battu, mais à un cheveu. Et surtout, même quand on regarde le type d'adversaire, Phil Hawes a battu Imavov, mais il a pas affronté Phil Heinisch qui est 19ème, il a pas affronté Chabazian qui est 11ème. Et là, il perd en plus juste après, après la grosse victoire d'Imavov. Donc c'est parfait pour Imavov, tu vois ça. Indirectement, ça écarte un peu Phil Hawes et ça le remet vraiment plus en avant. Donc c'est plutôt une bonne chose, honnêtement. Quel adversaire, Polydomso, pour Nassourdine pour le prochain combat? Bah, faut continuer à monter. Là, 11ème, là, il faut tenter. Franchement, qui est-ce qu'on pourrait se mettre? Hermansson, ça pourrait être pas mal. Ouais, je pensais à ça. C'est tricky, Hermansson. Ouais. C'est dur parce que il est dangereux, mais ça peut être un bon combat. Gastelum, le problème, c'est que maintenant, de défaite en défaite, gagner contre Gastelum, ça a de moins en moins d'impact, en fait. Surtout, je crois qu'il est 9ème, donc plus grand intérêt, enfin, on va dire, tu grappilles juste des places. Ouais, c'est ça. Après, c'est des combats qui sont éventuellement abordables, mais qui deviennent compliqués, je pense, pour Imavov aujourd'hui. Hermansson, je pense que c'est abordable. Vettori, c'est chiant, mais c'est pourquoi pas, tu vois, c'est faisable. Parce après, Vettori, il est 3ème. Très bonne anglaise. C'est compliqué que Vettori affronte le 11ème. Oui, bien sûr. Canonnier, pourquoi pas aussi. Ouais. Qu'affronte Brunson bientôt. Mais là aussi, je pense aujourd'hui, ils sont dans des sphères où je pense qu'eux, on leur lui dit, t'affrontes Nassourdine qui est 11ème, ils vont faire bref. Oh non. Ouais, non, merci, je vais peut-être attendre tranquillement. Ouais, non, c'est clair. Bah écoute, Hermansson, pourquoi pas. Allez, voilà. Ouais. Le rendez-vous est pris. Allez.
À la prochaine, mon cher Poidomso, en tout cas. Donc voilà, très belle victoire de Nassourdine Imavov. Il avait un coin de All-Star. Ouais. C'est ce qu'on s'est dit, on ne peut que pas, des stars, on que ne des peut stars. pas perdre avec un corner Ah comme non, ça. Et puis c'était d'ailleurs, sûr. on a vu une vidéo de Francis qui est passée à travers le, oh là là. Cette vidéo est quand même très très drôle. Bon, j'encourage les gens à le voir. Il y a eu Francis qui a dégainé le premier, en fait, les armes, qui a tiré le premier coup de semonce contre qui est passé et qui a fait, tu sais, comme au collège quand on se brouillait avec quelqu'un et qu'on passait ostensiblement devant sans lui dire bonjour. Il est passé devant toute l'équipe, mais toute la team, donc du coup de Fernand. Il leur a pas adressé un seul regard. Il est passé tel un prince, tu vois, et tout. Et surtout, moi, ce qui m'a beaucoup fait rire dans la vidéo, vous la regarderez, c'est que, bon, bah, du coup, il y a Fernand, Cyril, et qui le regardent, genre, il va se passer un truc. Et t'as un Sourdine qui le voit, qui se retourne et qui commence à se marrer, tu vois, genre, c'est bon, c'était marrant, quoi. Pas trop de mauvais esprit. Oui, non. C'est plus drôle qu'autre chose, en fait. Oui, surtout tout le monde a souri de toute façon. Ouais, bien sûr. Francis savait ce qu'il faisait. Eux aussi étaient plus surpris. 22 janvier prochain pour le choc qui malheureusement ne se passe pas en France, mais à Anaheim, en Californie. C'est vrai. À suivre. Mais après, je voulais dire que tu avais eu une remarque qui était juste, et je pense que l'UFC a raté une occasion de vendre un peu plus ce combat. Oui. Les deux étaient au même endroit. C'est vrai. Et donc, ils auraient pu faire un peu, peut-être pas une conférence, mais je sais pas, un petit un petit face-off, oui, petit face-off. Parce que l'UFC a l'habitude de faire ça. Interview, un truc comme ça. C'était une occasion. Bon, ils l'ont pas saisi. Tant pis. Tant pis pour nous. Mais après, c'est ce qu'on se disait aussi, c'est surtout pour nous que ce combat-là va être intéressant, parce que aux États-Unis, je pense que c'est un combat important, mais pas autant que ce que ça représente pour la France et pour le MMA français. Bien sûr, mais c'est justement pour ça qu'il faut développer ce genre de petites, de petits moves, quoi, de petits mouvements. La graine est là. C'est ça. Enfin, voilà. Big shout out my sweet protein. Moins 38% sur tous mes protéines avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la sueur. Vous les avez vus lors de l'UFC 268 dans son entièreté. Et puis Tsume pour cette magnifique déco, oui. Toutes nos excuses pour l'écran, la caméra. Rusty n'est pas là, donc on fait ce qu'on peut. Voilà. Allez, à la prochaine. Yeah.